Depuis quelques années, on assiste à une petite évolution dans l'enseignement du français langue étrangère. Les professeurs le constatent, les besoins des apprenants du français sont de plus en plus concrets. Ils ont besoin de savoir communiquer dans toutes les situations de la vie quotidienne, des plus simples aux plus complexes. Le rôle du professeur de français évolue. Il n'est pas seulement là pour permettre à ses apprenants de communiquer en français, mais il est là aussi pour les exposer aux usages de la langue dans des situations concrètes. Pour les aider, les professeurs peuvent s'appuyer sur des scénarios pédagogiques. J'ai avec moi aujourd'hui 3 autrices de méthodes publiées aux éditions Hachette Fleu. 2 autrices d'Alter Ego et Alter Ego Plus, Catherine Hugo et Monique Van den Dries, et Céline Imbert, une des autrices d'Adomania et d'Explore. Elles ont travaillé ensemble sur cette démarche de scénario pédagogique. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour. Alors Monique, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique ? On peut peut-être partir de l'idée de scénario. Un scénario, c'est quelque chose, comme tout le monde sait, qui existe au théâtre, au cinéma, les bandes dessinées. C'est un déroulement préétabli d'une action, d'un processus. C'est un canevas, c'est une trame, c'est un plan. Un scénario, ça, je ne vous l'apprends pas, a un point de départ, un déroulement et un point d'arrivée. Il y a donc une unité. Alors, quand on parle de scénario pédagogique, on peut déjà se dire qu'il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire que c'est effectivement une unité, il y a un point de départ, un déroulement, un point d'arrivée. Et ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est les travaux d'Anouchka Devoux et aussi l'inventaire linguistique des niveaux du CECR. Et dans ces 2 travaux, ils mettent l'accent sur l'idée que dans un scénario pédagogique, il y a un point de départ, et ce point de départ, c'est les besoins des apprenants dans la vie. Dans le concret. Dans le concret et dans la vie. Et, par exemple, se loger, par exemple, se nourrir, par exemple, travailler. Et ensuite, il y a un point d'arrivée qui aussi se passe dans la vie, c'est-à-dire les tâches que les apprenants vont être amenés à accomplir dans la vie, en tant qu'acteurs sociaux. L'objectif, en fait, du professeur, quand il est face à un apprenant, c'est de l'aider à résoudre un problème. C'est ça, Catherine ? Oui, à accomplir des tâches dans la vie, il faut l'amener à acquérir les compétences pour effectuer ces tâches. Et si on part des besoins, comme Monique le disait, des besoins de la vie réelle, de ces besoins, quand on analyse ces besoins et qu'on réfléchit comment les tâches vont pouvoir être effectuées, on peut définir des compétences à acquérir et on les formule en termes d'objectifs, d'apprentissage. Et le scénario vient là au service de ces objectifs. Donc il constitue une unité qui va permettre d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour réaliser telle ou telle tâche correspondant à un besoin. Pour bien comprendre, Céline, quels sont ces problèmes-là ? Est-ce que vous pourrez donner un petit exemple en fait de problèmes auxquels sont confrontés des apprenants justement dans le concret et ce que le scénario pédagogique va permettre de résoudre, par exemple ? Alors les besoins des apprenants sont quand même multiples. Dans une classe, on va avoir des apprenants qui viennent apprendre le français parce que ils ont un projet professionnel, ou parce qu'ils ont un projet personnel, ou parce qu'ils ont un projet éducationnel, des étudiants qui vont étudier en France ou dans un pays francophone. Donc on va s'appuyer sur différents domaines également pour définir ces besoins et pouvoir leur proposer des scénarios qui correspondent à leurs besoins. Donc si je prends un exemple dans le domaine professionnel, pour un étudiant par exemple qui aurait un projet en lien avec cela, eh bien on va s'appuyer sur le besoin d'organiser son emploi du temps au travail, par exemple. Ça va lui arriver avec des collègues de devoir s'organiser, parler de ses disponibilités. Donc là, j'ai déjà défini un objectif pragmatique par rapport aux besoins premiers. Et on va leur proposer comme tâche proche de la vie de créer un agenda partagé. Donc ça va être notre point d'arrivée. Notre point de départ, le besoin, organiser son emploi du temps au travail. Notre point d'arrivée, créer un agenda partagé. Le point de départ, c'est le besoin de l'apprenant. Quand un professeur arrive dans sa classe, la première chose peut-être qu'il va essayer de savoir, c'est quels sont les besoins concrets de ses apprenants, n'est-ce pas Monique ? Oui, ça dépend un peu des contextes. Il y a des contextes où on travaille avec des publics très spécifiques, on va vraiment... il y a beaucoup de cours comme ça, où le point de départ du cours, c'est l'inventaire des besoins. Après, dans d'autres contextes, dans des contextes d'école de langue, etc., si c'est des
public un peu généraliste, on est amené à travailler d'une manière plus générale. C'est pour ça que Céline citait les domaines, public, personnel, professionnel, j'en oublie un. Éducationnel. Eh bien, on va relever là des besoins de la vie qui ont à voir avec ça. Donc, se loger, découvrir une ville, se nourrir, voyager, pratiquer une activité de loisir. Ça, c'est des choses que, normalement, si la personne est amenée à être en contact avec un contexte francophone, elle va être amenée à faire. On parlait de la notion de tâche, on est dans une pédagogie complètement actionnelle, c'est ça. Là, on Absolument. est dans le mouvement, on est au-delà de la communication. La communication, elle est au service des tâches à effectuer. De toute façon, donc, c'est pour ça que les objectifs pragmatiques qu'on met au premier plan, ils découlent des besoins. Enfin, voilà, c'est vraiment en domino, les besoins sont au point de départ, les objectifs découlent de ces besoins, les contenus linguistiques découlent de ces objectifs pragmatiques, et donc le scénario, il est au service de l'acquisition de ces contenus qui sont définis en termes d'objectifs. Donc le scénario, il va exposer ce que vous disiez tout à l'heure, il va exposer les apprenants à des situations concrètes de la vie, à partir desquelles on peut amener les apprenants à observer comment la langue est mise en œuvre, quels contenus sont utilisés, de grammaire, lexique, comment les actes de parole se réalisent, à travers quel type de phrases, et à acquérir ces outils-là pour lui-même ensuite être capable d'agir. Ouais, c'est ça. Et c'est ça l'aboutissement du scénario. C'est ça, en fait, Céline, le scénario pédagogique doit aider l'apprenant à agir, à être acteur de son apprentissage. Oui, pour nous, un des mots-clés à retenir aussi, entre autres, du scénario pédagogique, c'est impliquer. Impliquer l'apprenant dans la réalisation d'une tâche. C'est par l'implication que l'on va donner du sens à l'apprentissage, c'est-à-dire parce que l'apprenant va savoir dans quelle action il va s'impliquer, à quelle tâche il va participer, qu'il va comprendre à quoi va servir ce qu'il va apprendre. Donc donner du sens, j'allais dire, c'est le deuxième mot-clé, impliquer, donner du sens. Et avec tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on autonomise l'apprenant, parce qu'en fait, on lui donne la possibilité d'agir, comme vous l'avez dit, et donc de prendre en main son apprentissage dans l'action. C'est peut-être les 3 mots-clés à retenir sur l'intérêt du scénario pédagogique: donner du sens, impliquer, autonomiser l'apprenant. Si on se place du côté du professeur de français, qu'est-ce que cette démarche de scénario pédagogique lui apporte, lui, en tant que professeur? Ce qui est unanime pour tous les professeurs, c'est que nous voulons des classes motivées et dynamiques. Or, qu'est-ce qu'une classe motivée et dynamique ? C'est pas forcément une caractéristique qui naît comme ça de nulle part. Nous pouvons créer cette classe motivée et dynamique, et le scénario pédagogique va nous aider, va permettre cela. Du côté de l'enseignant, un manuel qui s'appuie sur un scénario pédagogique, ça permet à l'enseignant d'avoir un cours déjà construit avec un fil, et donc une cohérence, une efficacité, une économie en termes de démarche, au lieu d'un manuel, par exemple, qui ne reposerait pas du tout sur un scénario pédagogique et qui proposerait des contenus éclatés, morcelés, où le prof devrait lui-même créer son parcours. Voilà, là c'est tout l'intérêt pour l'enseignant, c'est d'avoir un parcours déjà fluide, qui s'enchaîne et qui mène à la tâche sans qu'il ait besoin de construire cette cohérence. Vous voulez ajouter quelque chose, Monique ? Peut-être qu'on pourrait, entre le point de départ qui sont les besoins et les tâches qu'on exécute dans la vie, on pourrait peut-être revenir à l'idée du déroulement du scénario. Parce que, en effet, en amont, il y a l'inventaire des besoins. En aval, c'est les tâches que l'apprenant va exécuter dans la vie. Mais le scénario lui-même, il repose sur des choses, sur des repères très concrets, qui sont, par exemple, déjà, il y a normalement un scénario, il porte sur un même domaine, par exemple, soit professionnel, soit personnel, soit public. Un scénario, c'est quelque chose de fortement contextualisé. On n'est pas sur des formes, on n'est pas sur la grammaire en premier. Des documents de sources authentiques sont utilisés, et ces documents, comme ils sont de sources authentiques ou authentiques, eh bien, il y a toujours un contexte. Or, Céline parlait d'implication, d'apprentissage. On a besoin, pour apprendre, d'être en contexte. Notre cerveau, il n'est pas fait pour travailler dans l'abstrait. Il ancre des choses en contexte.
Et à part ça, donc, des consignes sémantiques. Ça, c'est une caractéristique du scénario pédagogique tel que nous l'avons appréhendé. Les tâches sont soit proches de la vie réelle, soit authentiques quand on y arrive. Et enfin, on met en œuvre des activités langagières de réception, d'interaction, de production. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques générales d'un scénario qui, en fait, se compose de deux parties. La partie d'acquisition et la partie de vérification des acquis. Et selon les moments, eh bien, on va être plutôt dans des activités de compréhension, par exemple, plutôt dans la réalisation de tâches qui vont mobiliser les compétences acquises tout au long du scénario. Je reviens sur cette question de documents authentiques dont vous avez parlé, Monique. Ça peut être compliqué pour un professeur de français de concevoir tous ces documents authentiques sur lesquels il va se baser pour faire ses scénarios pédagogiques. Donc il faut concevoir ces documents authentiques pour les professeurs. Oui, alors c'est pour ça qu'on dit de sources authentiques, parce que évidemment, les documents authentiques ne sont pas toujours accessibles, par exemple, ne sont pas tous accessibles à des étudiants débutants. Mais les documents qu'on crée pour les méthodes, par exemple, sont toujours de sources authentiques, donc complètement inspirés de documents réels de la vie dans un contexte francophone, et donc totalement contextualisés. Voilà, c'est pas créé ex nihilo, ça ne sort pas de la cervelle des auteurs sans être ancré dans un contexte réel. Vous êtes professeur de français langue étrangère depuis longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que l'utilisation des scénarios pédagogiques démontre une évolution, justement, de l'enseignement du français langue étrangère? Est-ce qu'on est aujourd'hui plus dans le concret? On a besoin d'avoir une finalité immédiate à l'apprentissage du français. Vous savez, dans notre métier, c'est difficile de généraliser, et les pratiques sont diverses. Mais c'est vrai que le CECR a été un tournant et il a quand même, c'est la première fois où on a entendu le terme acteur social dans le domaine de la didactique, de l'apprentissage des langues, c'était là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion autour de pourquoi on apprend une langue. Et apprendre une langue, c'est pas seulement apprendre une grammaire, surtout pas. Les formes linguistiques sont au service d'actes qu'on exécute dans la vie. C'est pour ça que le CECR a mis autant l'accent sur les tâches. Le mot tâche, je crois qu'il date vraiment, il existait avant. Les profs n'ont pas attendu le CECR pour mettre en place des tâches dans leur classe. Mais c'est là commencer à vraiment réfléchir là-dessus. Et je pense que ça continue depuis. Et je trouve aussi que cet ouvrage qu'on n'est pas trop nombreux à connaître, l'inventaire linguistique des niveaux du CECR. Je crois que il est sorti en 2015. Il va plus loin. Il va vraiment plus loin parce qu'il met plus que jamais l'accent sur les besoins et l'accent sur les tâches et l'interaction des éléments que je vous ai cités, domaine, contexte, document qu'ils appellent texte, consigne, tâches, activités langagières. Donc ça, c'est quelque chose de très très important et de plus en plus, je crois qu'on la tendance est d'aller vers une approche intégrative. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, et les auditrices qui nous écoutent aussi, eh bien on va vous dévoiler un scoop. Toutes les trois, vous travaillez sur une nouvelle méthode qui s'appuie sur cette démarche du scénario pédagogique, c'est ça? Eh oui. Alors. C'était un rêve depuis longtemps. On a eu des parcours complémentaires, Céline, Catherine et moi. Mais pour toutes les trois, la notion de scénario pédagogique était très importante. Oui, une conviction. Je vais raconter une petite anecdote de ma formation de prof. Peut-être que ça vient de là, ces fortes convictions méthodologiques que j'ai toujours mises en œuvre dans l'enseignement ensuite et dans la formation des enseignants. Quand je découvrais le métier d'enseignant en Irlande, donc dans un monde anglo-saxon où l'approche actionnelle est en œuvre depuis longtemps, voilà, j'ai pris un cours de langue gaélique sans même m'en rendre compte, en fabriquant des origamis. Bon, voilà, on faisait des origamis et puis c'était en gaélique. On était donc les futurs profs de français langue étrangère, on était mis en situation d'apprenant et on apprenait une langue avec différentes approches.
qu'une approche très classique, très traditionnelle, grammaire, traduction, une approche audiovisuelle qui était déjà un peu datée, et puis une approche beaucoup plus actionnelle, là, très d'avant-garde à l'époque, et qui nous a permis de vivre de l'intérieur ce que ça donne en tant qu'apprenant d'être exposé soit à des contenus de langue, un peu coupés du sens, voilà, soit d'être exposé à des situations où on avait des tâches à réaliser. Et donc la motivation était radicalement différente entre la première approche et la dernière. Enfin, voilà. Et ça m'a convaincu de cette approche de d'abord donner du sens à ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait, et puis aussi le plaisir. Quand on avait exécuté tous nos petits origamis là en gaélique, on était super fiers de nous, quoi. Enfin, d'avoir été capable de faire ça. Ça a ancré cette conviction en sachant pourquoi on fait et en prenant plaisir à ce qu'on fait, qu'on apprend le mieux. Et donc, cette méthode va s'appeler comment? Eh bien, elle va s'appeler Mon Alter Ego. Alors Monique, pourquoi elle va s'appeler Mon Alter Ego, cette nouvelle méthode, éditée chez Hachette Fleu? Alors, comme vous savez, il y a eu Alter Ego et Alter Ego Plus. Qu'est-ce que c'est un Alter Ego? Un Alter Ego, selon le Robert et le Larousse, est quelqu'un en qui on a confiance. C'est un ami, un complice, un compagnon. Et les manuels Alter Ego et Alter Ego Plus ont bénéficié de la confiance des utilisateurs. Et ils ont été leurs compagnons en classe, les ont aidés à enseigner, à apprendre. En tout cas, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous, hein. Et le fait de mon alter ego, peut-être que tu pourrais le dire, Céline. Alors là, c'est mon point de vue tout à fait personnel. Moi, je ne suis pas autrice d'Alter Ego, Alter Ego Plus, mais j'ai été utilisatrice de cette méthode à l'Alliance française de Lyon, où j'ai travaillé pendant longtemps. Donc, Alter Ego a été mon compagnon de classe. Et il est vrai que cette méthode, quand on a commencé à l'utiliser, moi, j'y ai trouvé des points communs avec mes convictions, que j'avais déjà entamé une réflexion d'autrice sur des méthodes pour ados. Et donc, le fait d'utiliser cette méthode et de voir qu'il y avait un concept qui correspondait tout à fait à mes convictions, on en a déjà parlé avant, ça m'a enthousiasmée et ça m'a à la fois accompagnée, formée sur certains aspects et inspirée pour mon travail d'autrice. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de cette famille, de la famille Alter Ego, et donc je peux dire d'un point de vue personnel que c'est mon alter ego celui-ci. C'est aussi mon alter ego des apprenants. Voilà, exact. Ça va être, c'est ce qu'on nous a souvent dit, c'est que alter ego, il y a un rapport un peu affectif avec la méthode parce que beaucoup d'utilisateurs l'ont aimé, l'ont utilisé longtemps. Et voilà, ce rapport affectif, il se retrouve aussi dans ce titre, Mon Alter Ego. Et donc, ils vont retrouver les apprenants et les professeurs qui vont utiliser cette méthode, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, à savoir cette démarche du scénario pédagogique d'être au plus près des besoins des apprenants. Voilà, et il y a un mot-clé aussi dans cette nouvelle méthode, c'est la notion d'accompagnement au cœur du manuel. Donc, tout le manuel a été pensé autour de l'idée d'accompagnement. Comment on accompagne l'enseignant dans son travail, comment on accompagne de la meilleure manière possible l'apprenant pour qu'il prenne du plaisir et qu'il apprenne facilement, et comment on accompagne aussi les institutions. Voilà. Mon alter ego sera publié aux éditions Hachette Fleu dès la mi-janvier. Donc je vous souhaite un bon lancement de cette méthode. Merci de nous avoir fait découvrir ce qu'est un scénario pédagogique. On va retrouver donc dans votre méthode à vous, votre alter ego, aussi on peut le dire, dès le début de l'année prochaine. Merci à vous trois. Merci à vous.